Loki! Lost! Blimey! Max damage beat shots and scatter gun and heal enough to cover your entire HP almost instantly. That's not to say that it's only useful as a team support tool, however, as in cases where you're being singled out by a particularly aggressive enemy in a particular battle, you never hear anyone complain about the map. It's one of the most important. And I'm not telling you whether or not to trust her or not, but just simply giving you guys what the facts are, okay? And yes, she was also one of these influencers that Christians. So that was something that was interesting that Eleanor Dulles brought up. And I will cite the article. I should have left it pulled up, but I will cite the article. I'll put it in the comments where this Jewish writer was unpacking that about how there was a lot that was happening behind this has led us to where we are today. We talked about in that last episode going through, not only was he fighting them on nukes, not only was he fighting with Ben-Gurion because he did not want them to have that nuclear reactor. And 99,99 €, soit 100 € de réduction. Decathlon élu marque préférée des Français dans la catégorie enseigne de sport. And the answer is it is just than ever. In 2025, enforcement has ramped up, and if you owe back taxes or you have unfiled returns, waiting is just not an option. The longer you do, the worse it gets. Ignoring your tax troubles is the worst thing you could possibly do. Getting ahead of this now is the smart move, but never, ever contact the IRS alone. Instead, let the experts at Tax Network USA handle it for you. Not all tax resolution companies are the same. Tax Network USA has a preferred direct line to the IRS, meaning they to err is human. So is it, oh my gosh, Pete Hegseth is, no. By the way, I can tell you, just as I know him privately, Pete Hegseth has always been exceptional to me. He's always been so kind, and I really do wish him the best. And, you know, it's such this stuff happens because people that... And I'm going to continue looking Jessica Man. I'm coming for you, feminists. I'm coming for you quickly. And we will see you guys tomorrow. And hopefully we can discover how he viewed the titular war that he himself fashioned. Welcome back to the archives, my friends, and for too long, the Sith had attempted to attack the Republic and the Jedi from the outside within, using armies and weaponry to their advantage. And for too long, they had simply been repelled by the bulwark of the light side and the unity of the people of the Republic. But now the Sith had evolved. They had chosen to use the Republic as a weapon against the Jedi. In their seat of power, the Jedi Order had grown complacent, perhaps even arrogant. They had served as the Guardians and the Watchmen for so long that they believed that their wisdom was infallible and their doctrine absolute. So long as they guidedly devoted to trusting the Force for its guidance, the Jedi allowed the Senate and the Chancellor to dictate who they could and could not help. At the same time, Palpatine noticed a growing dissatisfaction among the Outer Rim worlds of the Republic. Bureaucrats had manipulated galactic policy to ensure that the core and the Mid-Rim worlds were getting priority treatment, essentially leaving the Outer Rim to basically fend for itself. Because of this, pirates and crime lords now ruled that area now. Laws were so sparsely enforced that there was a blind eye that was turned to even slavery. So much so that the tides of the galaxy had shifted now in massive favor of the Sith. This was the dark side of the Force providing them with a golden opportunity, one that they had waited for 1,000 years to see. Working closely with his master Plagueis, the two engineered the Naboo blockade crisis. This event caused further distrust in the Outer Rim,
providing an avenue for Sidious to then manipulate Queen Jedi dogma. Qui-Gon Jinn's clarity of mind could have allowed him to perceive Palpatine's influence, but the death of the Jedi Master also served to create an impactful return of the Sith, a very component in destroying the Jedi, burning away the putrefying vestiges of the Republic. But first, I had to create that fear. Fear of revolution, of destruction, a fear of death. I had to create becoming the Confederacy of Independent Systems, or the Separatists. War was on the horizon. The core worlds could not worry about wanting to come off as peaceful when an enemy was Wartius, who had Dooku test Jango before recruiting him as a prime clone. Depending on the continuity, this would be where the Sith Lords devised the idea of the inhibitor chip. Sidious knew that defeating the Jedi was not as simple as wiping them all out. He had to completely squash the public's trust. They did not want war, but they had little choice. They had to join the fight lest they face public scorn. There, on the fronts joined together to protect their own prophet. They unknowingly pledged their allegiance though to the Sith. Through Dooku, he ensured that the Geonosians began construction of the Death Star, and when convincing him to send more Jedi Knights into harm's way. None suspected the duplicity of my identity. In fact, so convinced were the Jedi of their superior insight that they were the easiest to deceive. When you boil it down, Palpatine's perspective on the Clone Wars was exhausting work. Hours upon hours wearing different masks, days upon days of draining power from everyone possible, setting off payoffs that he may not see until years later, all while having to dodge Jedi suspicions and to rid himself of potentially dangerous enemies that were getting too curious about him. And if Palpatine got any spare time at all, having one eye on a massive spreadsheet and the other eye over his shoulder. This isn't even counting a few wrenches being thrown into his plans, such as Padme actively opposing the gathering of his power in the Senate, and his frustrating inability to get rid of her. Also, the return of his former apprentice Maul. That proconsul, which is a very specific Roman title. At the time of Paul's journey, Cyprus was classified as a senatorial province, which meant it was governed by a proconsul appointed by the Roman Senate. That's opposed to an imperial province. It would have been really easy to get this wrong. Most provinces weren't under proconsuls. And by the time of the Flavian emperors, which is 69 AD onward, Cyprus may have already switched back to imperial control. Says Paul blinded a guy? It tracks. This is exactly the kind of stuff Paul pointed to as evidence that he wasn't faking it. Now, if only I had the power to blind a few of the clowns spreading nonsense about Christianity on YouTube, that would make apologetics way more efficient. À Dunwall, n'ayant trouvé aucun antidote. Il retrouve sa fille Emily ainsi que l'impératrice Jessamine qui se fait assassiner par d'étranges personnages qui utilisent de la magie et kidnappent sa fille. Corvo est alors injustement accusé du meurtre de l'impératrice par le maître espion Hiram Burroughs. Il se retrouve démis de ses fonctions et emprisonné, d'où le titre du jeu. Sous ces airs de jeu d'infiltration, Dishonored qui oppose plusieurs classes sociales, elles-mêmes étant des groupes de personnes définis par leur situation sociale et économique. Par exemple, l'esclave contre le maître, le tiers-état contre la noblesse ou encore le prolétaire contre le bourgeois. La lutte des classes a toujours existé dans l'histoire et l'a marquée par de nombreux événements. Cette lutte des classes, les cadeaux fiscaux, la suppression de certains impôts comme l'ISF, l'assouplissement du droit du travail, la réduction des aides ou leur conditionnement plus strict, les salaires qui ne suivent pas et la perte de pouvoir d'achat, toutes ces choses et bien d'autres encore sont en train de créer une division économique et sociale de plus en plus profonde et voyante. Cette classe populaire ne se limite plus aux ouvriers des tout dérégulés au profit du marché et les luttes pour les préserver et les améliorer continuent encore. Dishonored reprend et met en scène cette lutte des classes et va même plus loin en montrant une guerre des classes qui ne dit pas son nom. Attention, à partir de maintenant, je vais spoiler. Au cours de l'aventure, on apprend que la peste ne sort pas de nulle part, bien au contraire. Elle a été importée à Dunwall, les gays sont utilisés à des fins d'oppression et comme un moyen de contrôle total de la population, tout en la dépouillant et tant pis pour les malades. Des remèdes provisoires existent, mais ils sont accaparés par les puissants et le pouvoir s'en sert pour acheter la loyauté des gardes. Ces derniers chargent les cadavres dans des bateaux et des trains pour les entasser dans le quartier inondé, un lieu recouvert par les flots et où les malades sont déportés pour y mourir lentement, loin des autres. Cette peste a la particularité de rendre les gens fous, devenant des géniards, des sortes de zombies de la peste qui attaquent les non-infectés, encore une bonne raison pour les éloigner le plus possible. Après s'être enfui de la prison, Corvo est récupéré par le groupe des loyalistes qui souhaitent retrouver Emily, la fille de Corvo et de l'impératrice, afin de la remettre sur le trône. En tant que protecteur royal, Corvo, et donc le joueur, est chargé de se débarrasser des traîtres de la couronne qui occupent le pouvoir, dont Hera, la tête de l'abbaye, mais il n'en respecte aucun principe et mène une vie de dépravé. Il n'hésite pas à menacer, à tuer ou à empoisonner comme on peut le voir durant la mission. Le joueur peut trouver une salle secrète où Campbell entrepose ses richesses, dont des biens interdits par la...
des journalistes tentent de réhabiliter les meurtriers de Thomas à Crépol, il y a eu des insultes racistes anti-blancs, mais le racisme anti-blanc est un concept d'extrême droite. Ça n'existe pas juridiquement. Peut-être pareil que les femmes, ça va être un concept d'extrême droite, du coup, pour les gauchistes, là, une femme, c'est compliqué. Tu vois. Désolé, mais juridiquement, cette situation n'existe pas. Sous prétexte que juridiquement, elle n'existe pas, lucide. On va vous mettre l'extrait parce qu'ils sont chiants avec les droits d'auteur, France Inter. Tout roman sur Isère sait qui a tué Thomas Perotto, mais personne ne parlera dans le quartier de la meute. Les faits se sont déroulés de nuit, devant la petite salle de fête de Crépol à peine éclairée. La scène de crime a été complètement décrise de dénoncer le meurtrier, pour éviter qu'il ne soit condamné pour des faits qu'il n'aurait pas commis. Seulement, les jeunes impliqués dans ce drame préfèrent attendre que les gendarmes trouvent le coupable, plutôt que de dénoncer. Ils ne veulent pas passer pour des poucaves, ils veulent surtout pas se faire défoncer par leurs amis. Avant. C'est un pass VIP qu'ils ont. C'est comme si tu passais prestige dans leur classe. Il faut aussi absolument raser toutes nos prisonnières. On va revenir après dessus. Crépol, d'autres suspects dans le meurtre de Thomas comme Caïs, C et Yannis en examen, tout ça on en a parlé. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes à ce sujet. Donc Toraval qui dit a témoigné Crépol. Soirée, et notamment a été mentionné tous les points qui concernaient pour eux une relation racisme anti-blanc, puisqu'ils en ont témoigné auprès des autorités, et notamment de la gendarmerie. Marie-Hélène Toraval, la thèse du crime raciste a été dans un premier temps écartée. Cette thèse du crime raciste a été dans un premier temps écartée. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a des révélations, notamment la révélation donc, de ce PV. Ce qui est complètement faux, hein. Enfin, ce qui est complètement vrai. Ça a été dans un... Et il y a un trade... Je veux bien revenir sur le... Chut. Il y a un trade, là. Plus d'un an après les attaques du bal de Crépol, les gendarmes tournent le soupçon sur un suspect en particulier. Révélation choc. Donc c'est par rapport à... Dans son livre Polémique. Pendant que les victimes du bal de Crépol peinent à payer un avocat. Et ils se bougent. Ils savent qu'il y a du fric, les avocats, pour défendre les criminels comme ça. Et... si les gamins... Souvent on dit, ouais, mais que font les parents? Mais si les gamins sont comme ça, c'est que les parents sont comme ça. Tout simplement. Les chats ne font pas des chiens. Hein. Les mises en cause sont Réan Sefrioui, dans l'affaire de Samuel Paty, ou encore Mohamed Graeb, ami du terroriste de l'attentat du 14 juillet à Nice. C'est pas n'importe qui. Comment... Moi, j'ai toujours pas compris comment font ces gens pour dormir la nuit. Ils ne sont, à ce stade, que des présumés auteurs. C'est condamné. Tes nouvelles lunettes. Oui, elles sont même magiques. Regarde, je change de clip et toc, j'ai de nouvelles lunettes. Et le prix? Magique aussi. 29 € le clip. Ah bah dis donc, il est vraiment magique à Flelou. Vos Magic Clips à partir de... aux 4 coins du monde pour essayer de trouver celle qui est le moins bien classée à chaque fois sur le classement FIFA. Et tu vas voir, je pense mais aucune de celles que je viens de te citer n'est la pire sélection du continent, puisque ce titre revient à la sélection nationale ainsi qu'une sélection nationale affiliée à la FIFA depuis 1996. Encore une fois, rien changé pour Guam qui a continué de se faire étrier. Ils ont même pris un 11-0 contre l'équipe de la Palestine, c'est indécent. Donc ouais, pour Guam, c'est une histoire qui est loin d'être glorieuse, même si quand même, attention, j'ai réussi à trouver une période dorée dans leur histoire. Au début des années 2010, lorsque les Chamorros, sous l'égide du coach anglais Gary White, ont remporté la première victoire de leur histoire en match officiel, c'était face à la Mongolie, avant, dans la foulée, de réussir l'exploit d'atteindre pour la première fois de leur histoire le second tour de la Coupe d'Asie de l'Est, puis de battre en une confédération remplie de micro-sélections provenant d'îles, d'archipels ou même de micro-états, c'est l'Océanie. Et parmi la flopée de petites équipes qui se trouvent là-bas, eh bien la moins forte, c'est une équipe qui est catastrophique, mais il y avait pire dans le continent. Enfin, jusqu'au tournant des années 2010, où tout a changé. En fait, à cette période, pendant que l'équipe des Tonga s'est mise à stagner à cause d'un réservoir ultra restreint de joueurs, étant donné que la majorité de la population a toujours préféré le cousin ovaliste, et bah pendant ce temps-là, de leur côté, ils ont territoire de remporter la première victoire de leur histoire, et vous l'aurez deviné, face aux Tonga en 2011, un exploit qu'ils répéteront en 2018. Et malheureusement pour les Tonga, c'était vraiment loin d'être catastrophique. L'effectif déjà est professionnel, ce qui dans cette vidéo est très rare.
Et surtout, actuellement, l'équipe est quand même 79e au classement FIFA, donc dans la première partie du classement FIFA, devant plusieurs très bonnes sélections, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, qui est considérée comme la meilleure équipe du continent. A dû attendre 2014, donc quasiment 25 ans, pour glaner son premier point lors des éliminatoires à l'Euro. Je parle pas de la première victoire, hein, je parle de son premier point, et c'était un bon vieux 0-0 face à l'Estonie. Ils se prennent une tôle, je pense vraiment pas, et donc, si sur le papier dans le classement FIFA Saint-Marin est la pire sélection au monde, il y a moyen que ça soit pas totalement véridique sur le terrain. D'ailleurs récemment en 2024, les natifs des montagnes italiennes ont montré leur valeur lors de la Nation League en réalisant le plus grand exploit de leur histoire. Ils ont tout d'abord remporté face au Liechtenstein la première victoire de leur histoire dans un match officiel, avant, sur leur lancée, de battre à nouveau le Liechtenstein, cette fois à l'extérieur. Un succès fou, puisqu'il a été synonyme de l'équipe, et il y en a même certains qui jouent dans d'autres pays, sur d'autres continents, comme par exemple à Dubaï, ou même en Angleterre en 8e et 9e division. Mais bon, quand tu regardes un peu l'effectif, tu sens que c'est con. La République dominicaine, une nation pourtant 611 fois plus peuplée, une victoire également 4-1 contre Montserrat en 2001 à l'occasion des qualifications pour la Coupe caribéenne, et mieux encore l'année dernière, les joueurs d'Anguilla ont réussi l'exploit de passer le premier tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vais pas vous cacher, ça a été très dur pour la majorité de ces sélections de trouver des informations, de trouver des images de match. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo sur un sujet qui s'en rapproche, pourquoi pas, il y a peut-être des idées, dites-moi ça en commentaire. Merci à vous du soutien, merci à vous de regarder les vidéos, c'est toujours un kiff de parler de football, donc voilà, c'est grâce à vous, merci. Bon, je fais vite, je vois que vous conduisez, mais franchement, quelle idée d'aller faire les courses avec les enfants. Mais non, faites plutôt un drive. Et en plus, nous, chez Carrefour, on vous garantit que le prix du drive est le même qu'en magasin. Pouvoir à quelqu'un qui n'a pas la légitimité de ce pouvoir, et il en fera n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de débordements. Ces gens ne devraient pas avoir ce pouvoir sur certaines personnes. Parce que tout de suite, ils vont l'appliquer, ils vont en faire des tonnes. Là, le vigile, dans la vidéo qu'on va voir, alors je vais pas non plus dire que c'est choquant, mais c'est des vrais mandales. Hein. C'est pas juste il la met sur le sol, non, non, il lui met des vrais mandales. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas la légitimité d'avoir cette autorité, donc il en fait n'importe quoi. Il n'a pas les épaules, donc il en fait n'importe quoi. Je rappelle que c'est une femme, voilà. Il met des mandales à une femme. Mec, un gars, balancer des mandales à une femme, quoi. Alors qu'elle a volé ou pas, t'es vigile en fait. Tu l'arrêtes, tu lui dis tu bouges pas et t'appelles les flics. Donc, je sais pas si je l'ai dit, hein, mais il s'est fait virer. Voilà, c'est une bonne chose. Je trouve qu'à titre personnel, c'est une bonne chose parce que ce gars, bien évidemment, n'a pas à être vigile. Hein. Bon, lisons quelques commentaires. Il m'aurait fait ça, moi je le défonce, c'est clair. Légitime défense non proportionnelle. Fouille du sac interdite, il a été viré, une enquête policière est heureusement en cours. Vous avez voulu l'égalité homme-femme? Je suis pas d'accord. L'agent de sécurité a fait ce qu'il fallait. Il faudrait même aller bien plus loin. Après tout, ce n'est pas de là, c'est simplement de la légitime défense. Non mais là on parle d'un homme sur une femme, je suis pas d'accord avec le commentaire. Tout juste... Après, attention, hein. Enfin, en fait, saute dessus, bon, à un moment donné, voilà, tu vas pas te faire humilier pendant 1000 ans. Là, ok, d'accord. Mais là, c'est ton taf, quoi. T'es vigile, tu dois être professionnel. Il a pas été professionnel. Il a pas été professionnel. Même les chiens, même si ils ont essayé de te frapper. Je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Non. Alors, ça va en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant, mais bien évidemment que tu mets jamais une mandale à une femme. Après, je suis désolé. Il y a toujours... En fait, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Pour moi, je suis désolé, je marche dans la rue, je suis pépère. Il y a une meuf qui fonce sur moi, qui commence à me pousser, à me jeter. Je sais pas. Hein, ou ceux qui sont d'accord pour qu'on fouille leur vie personnelle, leurs messages, etc. Parce qu'ils ont rien à cacher, non. À un moment donné, non. C'est ma vie personnelle. Je n'ai rien à cacher, mais c'est ma vie personnelle. J'ai pas envie qu'on vienne fouiller. Tu vois. Même si je n'ai rien à m'en... Pays de fragile, ça laisse les gens voler sans impunité. Le vigile aurait dû lui mettre une bonne grosse... Casser les temps. Quelle violence. Non, mais le vigile, il l'arrête, il lui met dans le bureau, il l'appelle les autres Africains.
Normalement, la personne présumée emmenée dans une pièce à la part avec des vigiles, bon bah voilà, c'est ça quoi. Enfin bref, voilà, on va pas... En droit français, un vigile de grande surface qui est un agent de sécurité privée n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un policier. Selon la législation, notamment le code de la sécurité, ne peut pas... Violent et brutal, rien à voir avec l'idéal du Jedi dont on parle. Pourtant, c'est la clé de voûte de la saga. Il forme les héros des 2 trilogies et crée, malgré lui, l'antagoniste. Dans Star Wars Rebelle, Obi-Wan, alors un vieillard, vient à bout de Dark Maul en moins d'1 minute en combat singulier. Et à la fin de sa vie, il rejoint son maître Qui-Gon et Yoda parmi les fantômes de force. C'est un pouvoir que seule une poignée de Jedi maîtrise, qui nécessite une connexion avec le côté lumineux absolument phénoménal. Nomi Sunrider. Elle est apparue pour la première fois en 93 et a une saga tout entière qui lui est dédiée. Vous connaissez pas? Eh ben en fait c'est l'histoire d'une mère de famille sans histoire qui soudain perd son mari. C'est un des pouvoirs les plus rares. Les Jedi qui en sont capables se comptent sur les doigts de la main et Nomi Sunrider est celle qui l'a maîtrisée au plus haut niveau. Ça te sert à entrer dans la tête de tes alliés et de tes ennemis. Une espèce de galvanisation de masse qui fait d'elle une des meilleures générales et surtout une leaduse d'exception. Elle l'utilise lors de la bataille de Koros Major où elle plonge ses adversaires dans un état de panique pour permettre à ses alliés de gagner la bataille. C'est clair, mais pas l'un des plus puissants. Loin de l'image d'un chef de guerre, c'est un sage, un professeur. Plus que son talent brut, sa force, c'est son expérience. Et ça, la saga le montre clairement. Pendant la guerre des clones, c'est Mace Windu qui s'occupe de la place de chef de champ de bataille. Yoda, lui, prend en charge la diplomatie. Windu. Avec ses 2 sabres laser, Marek est aussi un combattant très agile, utilisant la force pour se projeter à grande vitesse, un peu comme Yoda. Sa maîtrise de la force est aussi d'une seule main, et finit par faire péter la planète Malachor 5 pour stopper le conflit. Bon oui d'accord, il est un peu extrême pour un Jedi, mais il est très puissant. C'est un expert des attaques mentales, capable de reconstruire sa psyché tout seul après un lavage de cerveau. Il le fait notamment face à Darth Malak lors de leur affrontement dans la Forge Stellaire. Son registre de pouvoir est très vaste, car il maîtrise les reliques de l'un de leurs partisans les plus puissants. Ok, très bien. Peut-être qu'il faut toucher les 2 côtés de la force pour pouvoir être le meilleur Jedi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas parler de Anakin? Grand héros de la prélogie et antagoniste de la trilogie suivante, il dépasse déjà tout le monde. J'ai jamais vu un taux pareil. Maître Yoda lui-même n'a pas un taux de midi-chlorien au ciel. Ce qui lui donne une excellente manipulation de la force, dépassant plusieurs maîtres plus expérimentés. Il est aussi un bretteur hors pair, qui maîtrise plusieurs formes de combat différentes, comme la forme 5 ou encore la forme 4. Et on le voit notamment dans son duel contre Kenobi dans Star Wars 3. Ainsi qu'à plusieurs reprises, voire la menace planante de l'univers. On ressent notamment dans le jeu Jedi Survivor, où le combat contre le Seigneur Noir est sans appel. Impossible de lutter, il est trop fort sur le plan de la force, comme sur celui du sabre. Ah oui, mais le héros est un... Luke. Et pourquoi le héros ne serait tout simplement pas le meilleur Jedi? Si Anakin n'est pas au sommet, c'est peut-être le cas de son fils, Luke. C'est l'archétype de tous les Jedi de la saga. Pourtant, il ne doit pas être sous-estimé. Entraîné par Yoda et Obi-Wan, il enchaîne les exploits. Il détruit l'étoile noire, ramène Dark Vador à la lumière, vainc l'empereur et reconstruit l'ordre Jedi à lui seul. On voit surtout l'étendue de sa force dans l'épisode de la force. Bon, le truc c'est qu'aujourd'hui, il est en réalité difficile de déterminer quel Jedi est le plus fort de la saga. Star Wars est un univers en perpétuel mouvement qui nous dit que demain, Disney ne nous offrira pas de nouveaux Jedi encore plus puissants. Ashoka, Rey ou encore Osha, chaque nouveau produit Star Wars nous présente de... Yo, 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 Soup Squad! It's your boy Nimbo Soup again.
Merci Henri. My God, could I kick? Merci, good side. This game offers to figure it out. Back in my early Soup Boy days, I only played arcade. Plus ground and helicopters and naval didn't even exist yet, if you play those. So my options were pretty limited, and I would get burnt out fairly often. Finding those personal gems of vehicles, money, and avoid getting burnt out of the game. In fact, a lot of the time it's quite the opposite. I'll quit yapping, next section. Stuff you need to play for whatever reason it might be, but at the same time don't just start playing random crap that's not going to contribute at all to you having fun in the future. To list some examples, try setting yourself a kill goal, or a KD goal. Try going to drop a nuke, I still haven't done that one myself, embarrassingly enough. Go do events to get unique vehicles, try taking something overpowered into higher BRs. You can even make it your goal to have funny moments in game to send into Thunder, working towards maybe not maximum efficiently, but, you know, not completely ignoring. We'll talk more about finding a nice balance of that in a bit. I've already been using my nostalgic answer, but I don't know, it's up to you. The world is your oyster. Next section. Personne n'a craqué. Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. C'est ce travail. Et donc c'est dans les prochaines semaines que ce travail sera achevé, sous la supervision du Premier ministre. Et en temps voulu, une fois qu'il sera terminé, c'est le Premier ministre et les ministres qui vous détailleront tout cela. Qu'il y a des preuves, est-ce qu'il y a des photos et que ça. Il n'y a rien du tout en fait, c'est un témoignage d'un random dans une voiture sur une autoroute, tu vois. Jouent un rôle important dans la défense de la liberté en France, leur engagement et leur sacrifice méritent d'être reconnus. Couple Macron, mais c'est président de la France quoi, et première dame, et c'est les Français qui ont voté pour ça, je suis désolé, hein. Les Français ont voté 2 fois pour Macron. Faire barrage à l'extrême droite. Tellement sa première petite... Ah oui, on se souvient de ça effectivement. Peut-être une photo, non? On y partage la vidéo en boucle. Ça fait un moment déjà que tout le monde entier est au courant sauf la France. Pour la majorité c'est une théorie du complot, pour d'autres c'est une découverte récente. Mais pour le monde c'est... Ils font semblant de ne pas voir ni savoir les Français là où ils sont sérieux. Apporter les preuves d'abord, on verra ensuite. Les preuves qu'il est...
Il y a plein de témoignages qui disent qu'il est, mais le top c'est une interview de Macron lui-même, avant même d'être président, qui dit qu'il comprend. Ok, bon bah il partage la même vidéo en boucle. C'est pas comme si on ne savait pas. Ce qui est juste très étonnant, c'est que le monde entier est au courant, sauf les médias français et les nombreux moutons qui adulent, liés, etc. Et on va apprendre des trucs sur Macron, peut-être. Il y a de fortes chances que ça arrive même, de fortes chances. Bon, mec, t'es en train de spammer ta même vidéo, là, c'est insupportable. Si c'est François Damiens qui le dit. François Damiens. Tout ça, on sait déjà. Non mais mec, tu partages en boucle. Non mais, voilà, là, mais le zinzin, il est là. Je remets la vidéo. Mec, on a compris. Ok. Ce n'est plus un scoop. Effectivement, ce n'est pas nouveau, mais cela continue de susciter des discussions intéressantes sur la manière dont ces sujets sont perçus. Je suis surpris. Allez, encore ta vidéo. C'est vrai, voilà. Moi, je pense, à titre personnel, qu'on, peut-être dans 5-10 ans, une fois que Macron sera plus du tout dans la vie politique, Dieu merci, moment à l'utilité permanente et véritable, ayant foi en nos doctrines, en nos traditions. Le sentiment moral est notre compte que dire au pouvoir. Les royalistes ne veulent pas se prêter à vos mensonges. Ils ne veulent pas avoir l'air de prendre au sérieux vos prétendues institutions. Royalistes des fonctions électives et de la vie publique. Mais j'en suis convaincu. La protestation incessante par l'abstention publique, telle est la vraie mission des royalistes, sous un régime monstrueux qui semble contrarier à plaisir les instincts et les besoins de la France, qui remplace le sentiment moral par le cynisme. La propagande n'arrête plus en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Je suppose que vous avez... C'est-à-dire que quand tu expliques que tu souffres, que c'est la misère, etc., ils prennent que des Européens. Le numéro vert. Ok. Alors, on comprend le projet, Être parent... Okay. Là, c'est une pub qui est pas mal aussi. On nous apprend quand... Voilà, t'es pas là pour regarder des gens briser le jeûne du ramadan. T'es pas là pour qu'il y ait une interruption parce qu'il y a une footballeuse qui a perdu son voile. Alors il faut faire pause pour qu'elle remette son voile. C'est insupportable. De ce reportage, une asiatique chrétienne. Ils ont choisi une asiatique chrétienne. Lisa en direct, connue. Prétendre le contraire serait littéralement du fascisme. Alors, petit sondage en commentaire, écrivez-moi, qui connaît... Donc c'est pour ça, moi je vous le dis, hein, ça sert à rien de se battre contre le voile, c'est inéluctable. Là, démographiquement, c'est irrattrapable. On peut mettre Éric Zemmour au pouvoir et 45 ministres reconquête, démographiquement, c'est impossible, c'est trop tard. Je vous le dis tout de suite. Là, d'ici 3 générations, les Européens seront 2 fois moins nombreux. Ça va aller très très vite. Mélenchon ou la France insoumise en communication, je pense directement à propagande. Sophia Chikirou, moi je ne comprends pas. À moins que peut-être ce soit la haine de l'agriculture française. Parce qu'on sait que tout ce qui est en rapport avec la France horripile la gauche. Fait un peuple. Qu'est-ce qui nous rend collectivement fiers de former un petit groupe à part du monde? Est-ce que c'est une langue, une terre, une littérature, une homogénéité génétique? Toutes ces pistes, grands films, y compris des adaptations de classiques littéraires comme Cyrano ou le colonel Chabert. Et quand je dis ça, pas besoin d'aller plus loin pour le voir. Depardieu est un vrai paradoxe ambulant, un type qui charrie autant de casseroles que de lauriers, un monument intouchable de la culture française avec un passé sidérant, un rapport au terroir incroyable et une part d'ombre qui pourrait bien le rattraper dans les prochains mois. En somme, et c'est la thèse que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui, on pourrait se demander si Gégé n'est pas, plus qu'un grand acteur, la personnification de toute la culture française, avec ses
ses qualités et ses défauts, ses hauts faits et ses errements inavouables. Bref, GG et la culture, qu'est-ce que ça dit? Eh bien on va voir ça en temps record. Grâce à un vaste catalogue de grands textes de référence, qui s'accroît en plus chaque semaine, vous allez pouvoir devenir une version plus maligne de vous-même, et Dieu sait que vous en avez bien besoin. Chaque texte est résumé en version audio et en version écrite dans des capsules de 20 minutes maximum, le temps, en gros, d'un trajet en voiture, d'un voyage en bus ou d'une plongée dans le métro. Comme ça, chaque jour vous pouvez en apprendre plus sur Kluskar, sur Adam Smith ou même, si vous êtes bizarre, sur Jean-Paul Sartre. Moi ça pue. Et comment ça fonctionne? Eh bah, par abonnement. Contre une petite contribution mensuelle, vous avez accès à toutes les idées chocs passées et présentes, ainsi qu'à toutes les nouveautés qui seront rajoutées durant votre abonnement. Alors oui, ça ne coûte que 8 € par mois, mais pour vous mettre encore mieux, vous pouvez encore bénéficier de 10% de remise avec le code LEHUSSARD en un seul mot. Alors si comme moi vous avez parfois besoin d'en apprendre plus sur un auteur ou un courant philosophique en un temps record, n'hésitez plus. Idéochoc est fait pour vous et vous avez même 15 jours d'essai gratuit pour hier. Né en 1948, GG a marqué le cinéma français et international depuis les années 70, à grand renfort de films iconiques que vous avez forcément déjà vu au moins une fois, par hasard, durant votre vie. Non, RUS qui a tourné court ou son achat-revente de propriétés viticoles dans le sud-ouest. Non, moi je vais plutôt m'intéresser au rapport très particulier que Depardieu entretient avec le français et la langue française. We are in France, we speak French. Parce que, mais loin de ses aptères, le rapport à la littérature de Depardieu, c'est un truc vraiment ancré de longue date dans sa psyché. Au début des années 60, alors qu'il vivait à Châteauroux avec ses parents presque illettrés, entre deux actes de petit, il a eu du mal à apprendre à lire, c'était un cancre fini, il parlait alors avec une extrême difficulté, mâchant ses mots et faisant preuve d'une timidité excessive, et il a même fait un peu de prison pour un vol de voiture aux auteurs grecs et latins, ainsi que les classiques du théâtre français, dont Molière ou Racine. Et ça vous semble peut-être banal comme étape dans une formation intellectuelle, mais en fait, dans le cas de GG, eh bah, ça l'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que si le jeune Gérard s'efforce de lire beaucoup pour comprendre mieux le petit monde où il vient d'hasarder ses guibolles, il prendra par la suite l'habitude, en préparant des rôles tirés de la littérature classique, de ne pas lire. Moi, je ne travaille pas parce que je partirais si je travaille. Pour autant, n'allez pas considérer Depardieu comme un dilettante qui ne lit jamais que le strict minimum. Immense succès populaire depuis la fin du 19e siècle. Donc, rien que là, déjà, vous voyez que GG n'est pas du genre à rigoler avec la lecture. Le mec va littéralement te chercher